Salut Antoine, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. Antoine, tu es député de l'Essonne, député La France Insoumise. Et si je t'ai invité, c'est entre autres parce que tu as publié un texte avec Sandrine Rousseau, Jérôme Gage et Yann Brossat. Enfin, vous avez chacun publié des textes différents dans Regard, où en gros on vous demandait bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant. On est toujours dans la bataille contre la contre-réforme des retraites. Mais voilà, quelles sont les perspectives politiques qui s'offre à nous dans le cadre de ce mouvement social. Toi, tu as fait une proposition, c'est d'ailleurs la première ligne de ton texte, tu écris «Le peuple en France est entré en révolution citoyenne». Est-ce que ce concept de révolution citoyenne, c'est comme ça que tu caractérises le moment social, le moment politique que l'on est en train de traverser en ce moment? Oui, je pense que nous sommes entrés en révolution citoyenne qui a plusieurs aspects, plusieurs formes. Parce qu'une révolution citoyenne, c'est pas quelque chose où d'un coup on prend le palais d'hiver ou d'un coup on prend la Bastille et puis bon c'est réglé. C'est quelque chose qui passe par des phases. Et je pense qu'on est dans une phase de révolution citoyenne, peut-être une phase un peu plus froide en ce moment, par exemple, que quand il y avait ces manifestations contre le 49-3. Mais pour moi, la période, elle a plusieurs caractéristiques. D'abord, la crise sociale, qui est évidente, patente. Il y a un problème de pouvoir d'achat, un problème d'inflation qui se pose sur l'énergie, sur l'alimentation, sur le logement. Il y a la question des salaires qui stagnent. Il y a un certain nombre d'autres questions qui vont arriver, mais dont certaines personnes regardent déjà ce qui va se passer, notamment la crise de l'eau. Et on a un pouvoir politique qui ne répond pas aux attentes du peuple français et qui, lui, décide de faire une réforme des retraites qui correspond à absolument aucune attente du peuple français. Cette situation-là, parce que la réforme des retraites n'est pas comprise, on ne comprend pas pourquoi on nous demande d'économiser 12 milliards en faisant travailler tout le monde 2 ans de plus, alors que l'hiver dernier, on a fait 8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et que ça ne posait pas de problème à ce moment-là de distribuer des milliards et ensuite, quelques mois plus tard, on nous dit bah, désolé, il va falloir faire des économies. Donc il y a une espèce de disjonction entre un pouvoir politique qui est censé représenter les intérêts du peuple et une réalité du pouvoir politique qui est représenter les intérêts de l'oligarchie. Cette situation-là se tend d'autant plus que ce pouvoir politique utilise tous les outils de la Ve République les plus autoritaires pour faire passer en force une réforme des retraites dont du coup personne ne veut. Parce que quand on a 93% de la population travaillante qui est opposée à cette réforme des retraites, bah, ça veut dire que c'est le peuple tout entier qui est opposé à la réforme des retraites. Donc il y a du coup une disjonction entre les principes républicains, gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, et la situation réelle du pays. Cette situation-là, elle provoque une mobilisation sociale d'ampleur, notamment à partir du 15 mars ou du 16 mars, je ne me souviens plus, mais l'utilisation du 49.3, parce que là, c'est la cristallisation du fait que un problème social est en même temps un problème politique, parce que ce sont des institutions bien particulières qui permettent au gouvernement de faire passer cette réforme des retraites. Et dès lors, il y a des formes de mobilisation spontanée qui se mettent en place et qui, très vite, portent la revendication d'autre chose, d'une sixième république, de supprimer le 49.3, ça prend des formes différentes, mais de dégager les élus qui sont là, de Macron démission, ça prend des formes qui sont très différentes, mais qui montrent qu'il y a une volonté désormais de repousser le pouvoir politique. Ça prend des formes assez fortes, notamment j'ai vu un sondage passer qui m'a vraiment étonné, qui était que 56% des Français disent que, compte tenu du comportement d'Emmanuel Macron, c'est normal de l'insulter. Ce qui est assez rare, parce que normalement la figure du président de la République elle est respectée. Là, non, on est à 56%, et dans le détail, c'est 79% chez les électeurs de Mélenchon, 72% chez les électeurs de Le Pen et 65% chez les abstentionnistes. Tout ça nous dit qu'il y a une manière de critiquer le pouvoir qui est désormais très radicale. Si jamais on peut insulter le pouvoir, c'est très radical. Ça prend aussi des formes nouvelles avec ces casserolades qui ciblent spécifiquement le pouvoir exécutif. C'est-à-dire ceux qui sont les plus victimes, entre guillemets, de casserolades, c'est Macron, ce sont ses ministres, rarement ce sont les députés macronistes, mais ça cible en tout cas le pouvoir exécutif de manière très très forte. Donc on est dans un moment politique où il y a un blocage institutionnel, un truc qui ne correspond pas à la volonté du peuple, et en même temps des mobilisations populaires, soit de masse, soit localisées, mais avec une très forte puissance sur le plan de la nuisance vis-à-vis du pouvoir politique. C'est là aussi où je veux en venir, c'est que le pouvoir politique aujourd'hui, il est bloqué. Macron doit annuler des déplacements, Charles III n'a pas pu venir en France, il a repoussé sa loi sur l'immigration, il a repoussé ce qu'il voulait faire sur le SNU. Il y a une fois où il n'a pas pu aller au Stade de France parce que les gens disaient Macron démission, donc ça mettait une mauvaise ambiance pour sa venue.
Et tout ça nous donne une ambiance qui est un peu une cocotte minute, quoi, où on sent, et où d'ailleurs beaucoup de gens disent ça, ils savent pas exactement comment faire pour trouver la sortie positive, démocratique, mais où on sent qu'une étincelle peut tout faire exploser. Et ces moments-là, c'est des moments assez typiques des révolutions citoyennes, et je pense que nous sommes entrés dedans. Alors je peux pas te dire si ça va se passer au mois de juin, le moment révolutionnaire, si ça se trouve, ça va se passer dans plus longtemps, mais désormais, il est évident qu'on va vers un changement de la Constitution assez majeur. Et c'est ça une révolution citoyenne aussi, c'est quand des institutions ne correspondent plus à la volonté populaire et que le peuple refonde de nouvelles institutions. Alors, tu as mis le doigt sur quelque chose que j'estime très important, c'est que dans cette colère, dans ce peuple que tu estimes être en révolution citoyenne, il y a quand même des composantes qui sont différentes. Enfin, je veux dire, les composantes de la colère, elles sont différentes. Ouais. Tu as cité le sondage qui disait que 56% des Français comprenaient les insultes à l'égard d'Emmanuel Macron. Et dedans, tu as dit, il y a 79% de l'électorat de Marine Le Pen et 72% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui comprennent ces insultes. Ça veut bien dire que, enfin, c'est pas à mettre à égalité. Je veux dire, c'est deux composantes qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, c'est François Ruffin qui parle souvent d'une société qui est divisée en trois blocs, l'extrême centre, on va dire la droite, l'extrême droite et la gauche. Qu'est-ce que tu fais de cette opposition d'extrême droite, qui est une opposition non négligeable en nombre? Comment tu prends en considération cette composante dans la colère et dans la révolution citoyenne? Est-ce qu'ils doivent la mener, en gros, avec nous? Alors, justement, déjà, c'est pas que François qui parle des trois Bien sûr, blocs, oui, c'est oui. une analyse qui est un peu générale. Jean-Luc, d'ailleurs, sur son blog, il avait directement fait cette analyse-là, mais en rajoutant un quatrième bloc qui était le bloc de l'abstention. Et c'est vrai qu'on a ces blocs qui sont en présence, qui représentent chacun à peu près 30% de l'électorat. Et en fait, en réalité, si on prend les quatre, c'est chacun 25 à peu près. C'est 25 pour chaque bloc. Donc on a ces quatre blocs. Moi, je pense que Marine Le Pen, dans la période, contrairement à ce qui est répété en boucle par les médias, je doute qu'elle soit la grande gagnante de cette période. Elle est la gagnante d'un électorat macroniste qui s'effondre moralement et intellectuellement vers l'extrême droite, et dont Darmanin est un peu la passerelle ou la voie de passage. Et on voit, quand Darmanin est testé dans des sondages de présidentiels, que c'est lui qui fait le pire score face à Marine Le Pen. C'est-à-dire que plus on fait du Le Pen, plus on encourage Le Pen, et plus en fait les gens font un vote utile Le Pen. Parce que entre avoir Darmanin ou Le Pen, maintenant les gens ils se demandent si on voit pas bien la différence exactement, ils racontent à peu près la même chose. Donc c'est l'effondrement du macronisme qui aide Marine Le Pen. Et dans les sondages où elle est le plus élevée, elle est donnée à 35%, ce qui reste moins que ce qu'elle a fait au deuxième tour, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Donc, je pense que dans la période Le Pen, elle a été très mauvaise sur la question de la réforme des retraites, contrairement à ce qui est dit. Parce que son électorat, il est composé lui-même de deux blocs, en fait. Il y a un bloc bourgeois et il y a un bloc populaire dans l'électorat de Marine Le Pen. Et le bloc bourgeois, lui, il peut être satisfait de ce qu'elle a fait. Elle a fait l'ordre, on porte des cravates, on ne dérange pas l'Assemblée nationale, mais du coup, en même temps, on ne dérange pas les macronistes, quoi. Et pour l'électorat populaire, c'est pas franchement l'ambiance. L'ambiance, pour moi, elle est révolutionnaire. Et je suis même quasiment sûr que dans les manifestations qui ont eu lieu contre la réforme des retraites, faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui ont voté Le Pen au premier tour qui étaient dans les manifs. Mais par contre, les gens qui ont voté Le Pen au premier tour, ils n'ont pas vu des Le Penistes dans les manifs. Ils n'étaient pas là. Et quand les Le Penistes prennent la parole, c'est pas pour défendre le mouvement social, c'est pour l'attaquer. C'est pour dire que y a des violences, je ne sais quoi, et qu'on est du côté des policiers, toujours du côté des policiers, parce que eux, au moins, ils défendent l'intérêt général, contrairement donc aux gens qui sont dans les manifs. Bon, après, moi, je crois pas que l'élection, ça soit l'alpha et l'oméga de la démocratie, très loin de là. Mais est-ce que tu penses que ces gens qui ont voté Marine Le Pen et qui étaient dans les manifestations, est-ce que tu penses qu'ils sont susceptibles d'un jour voter à Changer gauche? d'avis. Ouais. Mais moi, je le crois, oui. Je pense que il y a des gens qui sont pas d'accord globalement, qui utilisent Marine Le Pen comme une voie de sortie d'un système qu'ils considèrent à bout de souffle. Et si nous, on dit, bon, de toute façon, vous êtes des fachos, on vous parle pas, on vous parlera jamais, on vous dira jamais rien, alors on se prive de la possibilité d'en convaincre. Mais il y a pas que eux. Pour moi, le plus important, le plus facile, entre guillemets, même si c'est extrêmement dur, c'est d'abord de convaincre les abstentionnistes. Je veux dire, faut pas se dire qu'il y a des électeurs qui sont définitivement perdus pour la cause et qu'on leur parlera plus jamais. Parce que si on fait ça,
Nous-mêmes, ça veut dire qu'on considère que chaque fois que Marine Le Pen gagne des points, elle ne peut pas les perdre. Ça veut dire qu'on considère que c'est cumulatif, quoi. Dès qu'elle a convaincu quelqu'un, on l'abandonne, on ne lui parle plus. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, Hélas, dans l'histoire récente, c'est plutôt ce que ces scores aux élections, aux différentes élections, ben, tendent à montrer. il y a une partie de la droite qui se décale vers par là. Mais vraiment, je pense que là, pour moi, elle se plante. Pour moi, précisément, comme le moment est révolutionnaire, comme le moment est tendu, comme le moment est dégagiste d'une certaine manière contre Emmanuel Macron et contre ses ministres, eh bien, il faut assumer cette partie-là d'une volonté populaire, d'un sentiment populaire. Et que si nous ne l'assumons pas, nous, naturellement, il va vers Le Pen, vu que le système présente toujours Le Pen en disant, ah bah regardez comme Le Pen embête Macron, etc. Ils lui servent la soupe sans arrêt dans les médias traditionnels. Donc moi, je suis pour que dans notre expression publique, on mette ça en lumière. C'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs hier à l'Assemblée nationale. Je dis, mais vous, à quel moment vous étiez du côté du mouvement social? Jamais. Le Pen elle-même a dit qu'elle avait aidé à éteindre le mouvement des Gilets jaunes, à faire le pompier, c'était ça sa phrase exacte. Elle a dit ça le 20 mars sur RTL de cette année, que cette fois-ci elle n'aiderait pas à éteindre le mouvement social comme elle l'a fait pour le mouvement des Gilets jaunes. Donc elle reconnaît qu'elle a aidé à éteindre le mouvement social des Gilets jaunes. Et je crois que, effectivement, si on veut gagner dans les élections à venir, mais moi non plus je ne considère pas que les élections soient l'alpha et l'oméga de la vie démocratique, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de rassembler une majorité populaire. Moi c'est ça mon objectif, c'est comment on fait pour être, nous, l'incarnation d'une classe sociale qui a envie d'en finir avec le capitalisme. Il ne faut pas utiliser des mots gentils, des mots doux, on veut sortir du capitalisme, on veut en finir avec le capitalisme, on veut inventer un autre système, qui est un système de partage, un système qui mette l'écologie, la démocratie au centre de ses valeurs, et qui mettent juste la vie normale, hein, le fait d'avoir un salaire qui permet de vivre. Et ça, je pense que nous sommes en capacité de l'incarner. Alors, justement, parlons un peu de stratégie. Dans ton texte, tu t'en parles un peu dans le dernier paragraphe, et tu dis, en gros, la stratégie, c'est ne rien lâcher. Euh, Est-ce que tu considères que... Enfin, en fait, on a l'impression que tu considères en sous-texte que tout ce qui a été fait jusque-là, on va dire par la France insoumise, mais plus largement par la gauche, bah, en gros, c'était le bon chemin, il n'y a qu'à continuer, et puis si on continue, un jour, nécessairement, ça paiera. Ou est-ce que, au contraire, tu te dis, bon, bah, en fait, là, pour l'instant, on est en train d'accumuler quand même les défaites sociales, même si la bataille contre la réforme des retraites n'est pas encore, pas une défaite, hein, on est encore dans la bataille, mais si on prend ben, les 20 dernières années, je veux dire, à la fois du point de vue des élections, mais aussi de toutes les batailles sociales qu'on a perdues, bah, c'est pas, le bilan est pas franchement positif, comme dirait l'autre. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il ne faut pas se dire, bon bah merde, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change notre stratégie? Et que justement, là, tu parles de, t'as utilisé le mot dégagiste, c'est un mot qui est utilisé, c'est une stratégie qui est utilisée par la France Insoumise depuis longtemps, hein, depuis, on va dire, au moins avant 2017, là, depuis la campagne présidentielle de 2017. Est-ce que cette stratégie, je sais pas, il est peut-être pas le temps de se dire, bon bah, est-ce que c'est franchement la bonne, parce qu'on a déjà perdu 2 fois avec cette stratégie, enfin... Moi, je crois pas. Je crois que la stratégie que nous portons, qui est une stratégie qui met en avant le fait qu'il y a une classe sociale dominante et qu'il y a une classe sociale qui est extrêmement nombreuse et qui est celle qui paye pour les riches. Cette stratégie-là, elle permet directement de critiquer l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de diviser. Je vais répondre à ta question, je ne l'évite pas, mais je fais le tour d'abord pour essayer de dire ma position. L'extrême droite, ce qu'elle essaye de faire, c'est diviser à l'intérieur des classes populaires en disant, regardez ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau, pas la bonne religion, pas le bon genre, pas le bon, etc., etc. Et ça divise les classes sociales. Nous, on peut arriver avec un discours, y compris extrêmement fort contre l'extrême droite, mais qui assume que même l'identité nationale de notre peuple, elle est faite de plein de flux qui sont arrivés de plein de pays. Moi, je suis d'origine italienne et belge, ok? Et dans ma famille, il y a un peu de tout. Et dans plein de familles françaises, il y a un peu de tout. Donc ceux qui cherchent à essayer de mettre de la division à l'intérieur du peuple français sont les adversaires du peuple français parce qu'ils permettent que les riches continuent à faire de l'argent sur notre dos à nous, mais à nous tous, peu importe notre couleur de peau et peu importe notre religion. Et c'est comme ça que s'est construit la nation française, y compris avec le contrat républicain, liberté, égalité, fraternité. Donc, on peut avoir un discours qui rassemble. Et après, sur la question de la stratégie, moi je dirais pas qu'on a accumulé des défaites. C'est vrai qu'on a accumulé des défaites sociales, qu'on a accumulé des défaites sur les projets de loi qui sont passés. Mais sur le plan électoral, nous avons en théorie gagné en 2012. En 2012, c'est la gauche qui a gagné apparemment. Enfin, si on en reste dans le système traditionnel gauche-droite, c'était plutôt une victoire électorale
de quelque chose qui disait mon adversaire c'est le monde de la finance. C'est pas de notre faute si ensuite il a fait l'exact inverse de ce pourquoi il était élu. C'est pas de notre faute si la gauche a accouché de Macron. Donc C'était il y a 11 ans. c'était il y a 11 ans, mais entre-temps, à chaque élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, avec cette stratégie-là, avec en étant un peu fin aussi parfois sur la manière de la porter, il a gagné des voix à chaque fois plus nombreuses. Et alors qu'on nous disait que si la gauche était divisée, ce serait perdu d'avance et qu'on n'y arriverait pas, on a frôlé encore une fois à 400 000 voix la victoire. C'est ok, on n'a pas, comme il a dit, ok, on n'a pas réussi cette fois-ci, faites mieux. Donc je ne dirais pas que quand on fait ça, on va vers quelque chose qui est pas efficace. Et quand je regarde les sondages qui sont faits, alors c'est dommage parce que c'est les seuls outils un peu qu'on peut avoir pour essayer de sentir une situation, et on sait combien ils sont, comment dire, ils sont Discutable. ouais, Dans discutables. les Et puis questions qui sont c'est posées. une imposition de problématiques. Les candidats qui sont là, ça sera peut-être pas les candidats. Il y a plein de choses à redire sur les sondages. Mais moi, j'ai vu quand même, là, dans la période, j'ai vu 2 sondages qui m'ont vachement intéressé. Il y en avait un donc qui testait Mélenchon à la présidentielle avec d'autres candidats de la Macronie. Dans 3 cas sur 4, Mélenchon est au deuxième tour. Dans chacun des sondages, il est à peu près à 20%. J'ai jamais vu de ma vie un sondage de Mélenchon à 20%. C'est jamais arrivé. Un sondage avec Mélenchon au deuxième tour, j'en ai vu un seul en 2017 et il faisait 48% au deuxième tour contre Emmanuel Macron. Donc c'était jouable en plus. Et puis il y en a eu un deuxième qui mettait Mélenchon face à Bardella. Alors pourquoi il teste Bardella, on ne sait pas, mais il teste Bardella. Et les deux étaient à 22. Donc, je n'ai pas l'impression que nous soyons en train de perdre quelque chose. J'ai l'impression plutôt que nous sommes en force, que nous nous maintenons au niveau final de l'élection présidentielle et que dans les sondages qui toujours nous sous-estiment, parce que c'est ça qui s'est passé, en 2017 on a été sous-estimé de 5 points, là on a été sous-estimé de 4 points, j'ai l'impression qu'on est plutôt fort, qu'il y a une adhésion populaire. Et en plus, je m'en rends compte dans les manifs que je fais. Parce que déjà, il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant merci du combat, etc. C'est assez normal, c'est des gens qui normalement sont plutôt proches intellectuellement de nous. Mais il y a aussi des gens qui viennent et qui me disent c'est la première fois que je manifeste, moi j'étais plutôt de droite. Alors il y a quand même des gens qui me disent ça, mais moi j'en suis l'exemple. Hein. Moi j'étais plutôt de droite, j'aurais plutôt voté Bayrou, j'avais pas le droit de vote, heureusement je l'ai pas fait. Mais c'est une réforme des retraites, celle de Sarkozy, plus l'action de Mélenchon qui m'ont convaincu que c'était ça la solution. Donc se dire que des gens sont définitivement perdus pour la cause parce qu'ils ne seraient pas dans de la bonne latéralisation politique, c'est à mon avis une erreur. Je dis juste un dernier point sur ça, parce que la question démocratique, elle est aussi centrale justement pour permettre que des gens changent d'avis. Historiquement, la gauche et la droite, ça se constitue comme ça. C'est ceux qui sont pour le veto du roi, c'est la droite, ceux qui sont contre le veto du roi, c'est la gauche. Donc c'est une question démocratique à la base qui fixe la gauche et la droite. Et sur la question de la 6ème République, ou des institutions de la 5ème République, c'est pas une latéralisation gauche-droite. Il y a des gens à gauche qui sont pour la 5ème République parce qu'ils trouvent que ça permet d'être efficace, que je sais pas quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et il y a des gens à droite qui commencent à se dire, mais là c'est bizarre, y compris le libéralisme normalement. L'essence du libéralisme, c'est précisément d'assurer la séparation des pouvoirs, la possibilité qu'il y ait une contestation en interne, qu'un pouvoir soit jamais trop fort. Et donc il y a une crise aussi du libéralisme intellectuel et moral. Et justement, nous sommes les seuls à porter la question de la 6ème République. Mais dans l'électorat de Le Pen, par exemple, des gens qui trouvent que le 49.3 c'est pas bien, il y en a plein. Or, Le Pen, elle est pour le 49.3. Donc tous ces arguments-là, c'est des arguments aussi qu'il va falloir qu'on amène sur le devant de la scène, parce que je pense qu'ils sont de nature à ce que des gens, au minimum, se disent ah, j'avais pas vu ça, je m'étais pas assez intéressé. Et j'ai quand même beaucoup d'exemples maintenant, moi j'en suis un, mais j'en ai beaucoup d'autres, de gens qui me disent j'ai changé d'avis politiquement. Et qui ensuite, alors pour le coup, quand les gens changent d'avis, pour une raison mystérieuse, ils deviennent encore plus militants. Donc chaque fois que tu convaincs quelqu'un qui n'était pas d'accord avec toi, il se dit bah, je vais essayer de faire changer d'avis des gens. Comme toi, par exemple. Moi, j'en suis peut-être un bon exemple. Là, quand tu utilises le nous, tu penses aux insoumis. Aujourd'hui, la France insoumise, vous êtes dans une coalition qui s'appelle la NUPES avec 3 autres partis de gauche. À la fin de ton texte, tu as des mots assez durs, je crois que tu vises certains autres partenaires de la NUPES en disant c'est pas le moment des coups de couteau dans le dos ou des coups de fusil dans le dos. Je sais plus l'expression que tu utilises. Les barricades n'ont que 2 côtés. Exactement. Et donc choisis ton camp, camarade. Les gens n'aiment pas trop ceux qui tirent du mauvais côté. Exactement. Donc j'imagine que tu vises genre certains de tes camarades de cette NUPES. Quelle place, en fait, tu penses que peuvent avoir dans ta stratégie dégagée, 6ème République, enfin tout ce que tu as raconté depuis tout à l'heure,
quelle place peuvent avoir les socialistes, les communistes ou les écologistes? Est-ce qu'ils ont voix au chapitre? Est-ce que tu leur reconnais une part de vérité dans le projet différent du vôtre, à certains endroits, qu'ils portent? Moi, je dirais que c'est d'abord et avant tout des différences de stratégie. Parce que sur le projet, on a réussi à se mettre d'accord quand même sur un programme aux législatives. Et par ailleurs, sur strictement la question européenne, c'était le seul point du programme partagé de gouvernement où on n'avait mis aucun point de désaccord. Donc on avait réussi à se mettre d'accord sur une stratégie européenne qui soit ce sur quoi on était tous d'accord. Je pense que la NUPES, c'est une force énorme parce que c'est ce qui permet d'incarner une alternative à Emmanuel Macron. Et moi, je suis très favorable au fait qu'on fasse une liste commune aux élections européennes de la NUPES. On a même dit qu'on était prêt à céder la tête de liste, alors que vu le résultat de l'élection présidentielle, on pourrait être en capacité de la revendiquer. Mais on est prêt, nous, à faire cela pour qu'on puisse se mettre d'accord. Mais à condition qu'on soit d'abord mis d'accord sur un programme qu'on soit tous capables de porter. Moi, j'ai pas envie d'aller porter des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Je, à la tribune de l'Assemblée nationale, on avait le drapeau européen. J'ai fait un discours sur le sujet pour dire que ceux qui portaient l'Europe des peuples, c'était nous, c'était la NUPES. Et j'ai dit, et je vais répondre à ta question comme ça, j'ai dit il faut qu'on ait pour programme en France et en Europe la devise liberté, égalité, fraternité, et qu'on ait pour méthode d'action en Europe et en France la devise de l'Union européenne unie dans la diversité. Et j'y crois vraiment. C'est-à-dire que pour moi, la NUPES, sa grande force, c'est précisément qu'il existe des manières de parler, des manières de faire, des sensibilités qui sont différentes, qui vont pouvoir rassembler des gens qui, par exemple, ne vont pas être d'accord avec moi sur ce que je dis, qui vont se dire ah, bah, qu'est-ce que c'est que ce zinzin, il nous raconte des choses sur la Révolution française, qu'est-ce qu'on s'en fiche, il nous raconte des choses sur la 6ème République, c'est pas mon urgence, enfin, qui trouvent que peut-être parfois je suis un peu trop virulent, ou que voilà, et que bah, ils arrivent quand même à rentrer par ce bout-là vers un programme commun ou partagé. Et je pense que c'est ça notre force, c'est que chacun, avec nos méthodes, avec nos mots, avec nos manières de faire, on parle à des secteurs de la société où les autres n'arrivent pas forcément à le faire. Je crois que c'est une force à condition, et c'est pour ça que je disais que les gens n'aiment pas les tireurs dans le dos, à condition qu'on réserve nos coups pour les adversaires. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter quand on est justement dans une coalition comme la nôtre, quand on est dans un moment historique où tout le monde répète à l'envi que le risque, c'est que le fascisme arrive au pouvoir. Je pense que c'est très dramatique en fait de tirer contre son propre camp, qu'il ne faut pas le faire. Et moi, je ne m'y résous jamais. J'essaye de toujours garder mes mots pour moi. Et quand il y a des désaccords avec des gens, j'essaye de l'expliquer. J'essaye de faire en sorte que on en sorte par le haut et qu'on avance vers une compréhension mutuelle. Vraiment, je trouve que c'est très beau ce qu'on a réussi à faire et que ça peut être un outil très fort. Envisageons la situation des élections européennes. Si jamais nous y allons séparés, on sait d'avance le tableau, ça va être Le Pen, Macron, et puis des poussières en dessous, c'est-à-dire deux grandes courbes, enfin deux grandes, comment on appelle ça, des histogrammes, de grands histogrammes, puis après une série de petits histogrammes. Tout le monde se dit ah ben on va regarder quelle est la position de telle gauche par rapport à telle gauche, comme ça rebat les cartes, je ne sais quoi, etc. Bon. Est-ce que les gens pensent au fait qu'il peut y avoir une liste Zemmour? Quel intérêt de rebattre les cartes à l'intérieur de la gauche si il y en a 3 sur les 4 partis de la gauche qui sont derrière Éric Zemmour? Ou même s'il y a les 4. Si jamais Zemmour il est devant nous tous. Qu'est-ce qu'on aura donné comme tableau des élections européennes? Est-ce qu'on se rendra pas compte peut-être qu'on a une responsabilité historique et que là ça commence à être bien chaud? Donc je préfère plutôt que le soir des élections européennes, on affiche une jolie courbe de la NUPES, un joli histogramme de la NUPES qui est devant tous les autres et qui dit l'alternative à Emmanuel Macron, c'est ça. Parce que si on fait ça, on envoie le message, notamment aux classes populaires, que l'alternative la plus puissante à Emmanuel Macron, c'est nous. Alors, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est possible. C'est ce que dit Marine Tondelier, j'ai entendu ça. Peut-être qu'on arrive. Ça fait partie des possibilités. Mais alors, une chose est sûre, c'est que si jamais on espère que les médias vont dire le score total de la NUPES, c'est à peu près 32%, mais il ne faut pas compter sur eux. Ils vont dire la gauche laminée, etc. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, par notre comportement, on aura ouvert la voie au fait que ce qui apparaisse comme l'alternative, c'est pas nous et c'est Le Pen. Et ça, moi,
c'est pas possible pour moi. Mais aujourd'hui, la force la plus importante dans cette NUPES, c'est la France insoumise. Et c'est vrai que quand on regarde les autres composantes, on voit que bon, bah, Fabien Roussel du Parti communiste, il lâche ses coups assez souvent sur la NUPES et en particulier sur la France insoumise. Marine Tondelier, comme tu l'as rappelé, elle veut pas de liste. D'ailleurs, elle a été élue à la tête d'Europe Écologie Les Verts sur cette base-là, sur le fait qu'ils vont faire une liste tout seuls. Et puis chez les socialistes, bah, t'en as au moins une grosse moitié, tu vois, qui dit bon bah non, nous on veut pas faire d'alliance avec la France insoumise. Et puis très dernièrement, Raphaël Glucksmann, qui était quand même le tête de liste du Parti socialiste, même s'il n'en fait pas partie, aux dernières élections européennes, qui a dit non, non, avec la France insoumise, on n'y va pas. C'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, là, vous avez un peu, entre guillemets, beaucoup de gens contre vous, enfin, qui veulent pas vous suivre en fait sur cette stratégie. Est-ce qu'à un moment, il n'est pas temps de se dire, c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais bon bah peut-être que c'était pas peut-être que la façon dont on se comporte, la façon dont notre stratégie, au moins depuis l'élaboration de cette Nupes, bah c'est peut-être pas la bonne. Moi, ce que je pense profondément, c'est que la responsabilité incombe à celui qui est le plus fort, à celui qui est en capacité de rassembler. Que si les autres ils veulent pas, c'est un problème, et ils ont aussi leur part de responsabilité, mais la plus grande responsabilité, c'est à vous, puisque c'est vous, la France insoumise, c'est vous qui êtes le plus puissant, et aujourd'hui vous êtes considéré par les autres acteurs comme un peu trop hégémoniques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils ont le temps de parler, qu'ils ont la possibilité de parler. Et tout à l'heure, tu disais, oui, moi par exemple, ils peuvent considérer que je fais le zinzin. Le problème, c'est que vous parlez très fort à la France insoumise. Or, bah, ceux qui parlent un peu moins fort, bah, nécessairement, on les entend moins. C'est le principe d'une foule. Quand il y en a qui crient, bah, on entend qu'eux et on n'entend plus ceux qui chuchotent. Donc, est-ce que là aussi, il ne s'agirait pas de se dire, bah, peut-être qu'on n'a pas la bonne méthode, au moins à l'intérieur de la France, de la NUPES, pour la Alors, faire fonctionner correctement? tu viens sur un sujet qui est justement assez central dans la stratégie, parce que ceux qui nous disent le problème c'est le comportement des insoumis, ce que tu poses comme possibilité. Ceux qui nous disent ça, finalement, qu'est-ce qu'ils nous proposent à la fin? Si jamais c'est notre manière de parler qui va pas, ça veut donc dire qu'on doit changer notre manière de parler. Si jamais c'est notre programme qui va pas, ça veut donc dire qu'il faut changer notre programme. Mais en même temps, la raison pour laquelle la France insoumise est la force dominante à l'intérieur de la NUPES, c'est aussi parce qu'elle a utilisé cette méthode-là et parce qu'elle a su, contrairement à d'autres mouvements politiques, rassembler les classes populaires. Et je rappelle que moi, ma stratégie, c'est rassembler les classes populaires. Je ne suis pas d'accord avec une stratégie qui consisterait à dire aux élections européennes, de toute façon, les classes populaires ne votent pas, donc on les abandonne, on s'en fiche, et on va se concentrer sur les classes moyennes et adoucir notre discours, essayer de faire plus tranquille, etc., etc. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est hégémonique à partir du moment où on dit qu'on est prêt à discuter des élections européennes, de voir comment on pourrait s'entendre, et qu'en plus on commence dans la discussion en disant qu'on est prêt à céder la tête de liste. À nous dire qu'on est hégémonique sur ce point-là, ça semble un peu difficile. Je constate que ça n'est pas des blocs en face de nous. Il n'y a pas les Verts qui ne sont pas d'accord, les communistes qui ne sont pas d'accord, le PS qui n'est pas d'accord. C'est bien plus différent que ça. À l'intérieur du Parti communiste, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire de Fabien Roussel. Alors il a été réélu très largement, mais il y a aussi beaucoup de voix à l'intérieur du Parti communiste, soit publiquement, je ne sais pas trop, mais en tout cas qui, dans les échanges avec nous, disent nous on a envie de continuer, quoi. On a envie ça marche plutôt bien la Nupes, on fait des trucs qui sont plutôt positifs. À Y compris l'intérieur, Fabien Roussel, hein. Fabien Roussel, parfois, ouais, reconnaît mais qu'il y a oui, plein de choses dans oui, la oui. NUPES qui marchent très bien. Mais oui, et puis chez les Verts, j'ai entendu plusieurs voix s'exprimer. J'ai vu Julien Bayou, Sandrine Rousseau, c'est pas des petites voix chez les Verts. Et puis, dans notre manière de travailler ensemble à l'Assemblée nationale, parce que pour le coup, à l'Assemblée nationale, on est tous là. Donc on se rencontre, il y a des relations interpersonnelles qui ont lieu, c'est aussi ça qui change, c'est que tu t'homogénéises un peu politiquement, intellectuellement dans les discussions qu'on peut avoir. Puis on a des victoires, donc quand tu as des victoires, ça soude. J'entends des voix assez fortes chez les Verts qui disent ça. J'ai entendu Benjamin Lucas de Génération. À l'intérieur du PS, j'ai entendu Jérôme Guedj tenir exactement le même discours que moi. Dire, à l'heure où on nous dit sans arrêt que le fascisme est aux portes du pouvoir, on ne peut pas, nous, porter la responsabilité de ne pas incarner une alternative. Donc j'entends des voix qui discutent, qui font pas, qui donnent pas l'impression que ça soit un bloc. Et ça n'est pas parce qu'on a pris une position politique à un moment en disant il n'y aura pas de liste commune aux élections européennes qu'on ne peut pas en changer. Ça fait partie des possibilités. Et là, je viens sur un point qui est pour moi très important. C'est que je pense, moi, que c'est une stratégie précisément qui a emmené la France insoumise à être où elle est. Euh, tout le monde pensait au début de l'élection présidentielle
Mélenchon de toute façon, il est cramé, il n'y arrivera pas, il est nul ou je sais pas quoi. Il y avait plein de gens qui disaient ça parce que dans certains milieux sociaux, c'est vrai, on dit Mélenchon, moi je l'aime pas, etc. Mais Mélenchon, il a quand même eu la force, une nouvelle fois, de réussir à rassembler les classes populaires, de réussir à amener sur un programme de rupture avec le capitalisme des classes qui ne sont pas forcément des classes populaires et qui sont des classes un peu plus aisées, classe moyenne supérieure, et même des gens qui sont parfois des classes assez supérieures, mais qui se disent, bah écoute, la planète, ça va pas, la Cinquième République, ça va pas, qui réfléchissent sur la situation et qui veulent des choses bien pour leur pays, et qui sont allés voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et je ne crois pas qu'on puisse, comme ça, balayer d'un revers de la main en se disant, bon, bah ça n'a pas marché cette fois-ci, encore une fois, donc il faut tout jeter à la poubelle. Ben non. Enfin, il faut peut-être regarder aussi comment on fait pour arriver à ce type de situation. Qu'est-ce qu'on a fait qui a marché, qui a fonctionné. Il faut peut-être regarder d'abord ce qui a fonctionné, parce que quand même, si on regarde l'Union européenne maintenant et les autres pays de l'Union européenne, où, à part en France, il y a une gauche aussi puissante que la nôtre, qui non seulement peut tenir la dragée haute à l'extrême droite, mais où en plus, c'est précisément la gauche anticapitaliste qui est Le moteur. à la tête, qui est le moteur. Et le fait que ce soit la gauche anticapitaliste que nous incarnons, qui soit moteur dans la bataille des retraites, par exemple, eh bien, ça donne une situation où on fait un lien très fort entre le mouvement social et l'Assemblée, où on essaye de retisser un lien entre le peuple et son Assemblée nationale. Pas toute l'Assemblée nationale, parce qu'on a clairement essayé de faire en sorte d'identifier ceux qui n'étaient pas d'accord, mais où nous, on a essayé de retisser ce lien. Et franchement, moi, je vois vraiment une différence dans les manifs notamment, parce que c'est là où tu trouves plein de gens qui sont en général plutôt d'accord avec toi. Je vois une grosse différence de la manière qu'ont les gens de venir, de remercier, d'encourager. Souvent, il y avait un discours un peu anti-élu, genre bah de toute façon ils foutent rien, même dans les manifs de gauche, hein. Ils foutent rien, ils servent à rien, ils sont nuls, ils sont inutiles, tout ce que tu veux. Et en plus, ils ont payé très cher pour jamais être dans l'Assemblée nationale. Là, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant mais je sais pas comment vous faites pour tenir vu les heures que vous faites. Et je m'en plains pas, hein. Vraiment, moi, je suis très content de faire ça. Mais ça veut dire qu'il y a un changement sur la manière de percevoir l'Assemblée nationale et le travail des députés de gauche à l'Assemblée nationale. Franchement, je pense qu'on est en train de faire des choses qui sont positives pour essayer de prendre le pouvoir. J'ai une dernière question, Antoine, très rapidement. C'est quoi, enfin là, bon, on a parlé des élections européennes. Bon, les Verts continuent de vous appeler les forceurs parce que vous continuez à demander une liste unique de la gauche aux européennes. Donc, à part cette question-là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on fait là? Genre, on fait Maintenant, la prochaine manif, c'est le 6 juin et on se concentre là-dessus? je pense qu'il faut, d'ici le 6 juin, qu'on réponde à l'appel des syndicats et qu'on essaye nous-mêmes d'être moteurs sur certaines actions. On va voir si on peut en organiser. On en a organisé déjà quelques-unes, des actions, parfois des actions coup de poing. Peut-être qu'il faut organiser des mobilisations populaires un peu d'ampleur. J'ai quelques idées en tête, je ne sais pas si j'arriverai à les mettre en œuvre, donc je préfère pas en parler. Mais on fait ça d'ici là. Et je crois qu'il faut prendre Emmanuel Macron au mot. Il nous a dit qu'il voulait 100 jours d'apaisement. Ça ne peut pas être 100 jours d'apaisement. Ça, les gens l'ont compris et ils sont bien rentrés dans la baston. Donc ça, c'est bon. Et il nous a fixé comme date le 14 juillet. Moi, je suis vraiment convaincu que le 14 juillet, même si c'est pendant les vacances, même si ça a l'air loin, c'est une date qui est tellement forte dans l'histoire de notre pays, c'est tellement une hégémonie culturelle dans l'histoire de notre pays, qu'on peut se servir de cette date comme une date de mobilisation. Et que justement, c'est très bien qu'on ait une date le 6 juin parce que ça rythme. Et qu'après, on a 6 semaines pour préparer un 14 juillet qui soit un truc où soit on met du monde partout, soit on fait venir tout le monde à Paris. Enfin bref, on peut réfléchir C'est un à une défilé action. militaire aussi, hein, enfin, C'est un défilé je le rappelle. militaire. Non, mais c'est vrai, c'est un défilé militaire aussi. Mais je crois que justement, ça peut être une belle journée d'avoir d'un côté Emmanuel Macron à la Concorde avec son périmètre de sécurité pour empêcher les casserolades, et l'après-midi, le matin à la Concorde, et l'après-midi, on est tous à Bastille. Et puis peut-être qu'on peut faire Bastille-Concorde, ou j'en sais rien. Bon. Je sais pas combien de temps ça reste le dispositif, et si on pourra aller sur la place de la Concorde. Mais en tout cas, on peut proposer. Moi, j'ai dit dans l'Assemblée, le 14 juillet, vous aurez votre prise de la Bastille. Je trouve que c'est un bon mot d'ordre. Si on a envie d'aller place de la Bastille, c'est pas mal. Ça fait partie des possibilités. Mais toujours est-il que je pense que nous, la gauche, d'une manière générale, on ne doit pas participer à l'idée que ce serait fini. Que genre, on a perdu la bataille, que ah là là, oh, Macron est trop fort, il a gagné, etc. Si on fait ça, nous, si nous, on commence à avoir ce discours-là dans notre bouche, alors du coup, on va à l'inverse de la stratégie que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que dans la période, Marine Le Pen s'affaiblit. Mais elle ne s'affaiblit
que si nous ne faisons pas la même chose qu'elle. On n'est pas là pour être les gentils, on n'est pas là pour être les amis de M. Macron, on n'est pas là pour être les amis de M. Darmanin. On est là pour être ceux qui cèdent rien, ceux qui, face à Emmanuel Macron, opposent de manière très sérieuse un autre monde. Et si on ne le fait pas, c'est un avis, hein, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, si on ne le fait pas pour moi, à la fois sur la forme et sur le fond, alors on est un peu en décalage par rapport à la période. Je suis vraiment convaincu que même s'il y a des moments qui sont plus froids, il y a des moments où ça se tasse un peu, que l'ambiance est révolutionnaire. Et ça se voit dans les mots d'ordre que les gens mettent sur les pancartes, ça se voit sur les pantins qui font d'Emmanuel Macron, qui baladent en manifestation, ça se voit dans les réactions qu'ils ont sur le fait que les macronistes aient fait une loi pour obliger à mettre le portrait de Macron dans les mairies. Enfin, les gens, ils sont scandalisés par ce truc-là. Ça se voit dans les Macron d'émission, ça se voit dans tout un tas de trucs. Et si jamais nous-mêmes, on n'est pas ceux qui donnent un exutoire politique à cette colère-là, alors pour le coup, on est à peu près sûr de ce qui va se passer. On est à peu près sûr que la colère, elle se dirigera vers ceux dont les médias disent qu'ils doivent incarner la colère à la fin. Parce que les médias, ils sont en train de préparer littéralement le fait que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Les macronistes et les médias, avec leur manière de présenter l'extrême droite, là ils sont en train un peu d'en revenir parce qu'ils voient qu'il y a quand même des groupuscules néo-nazis qui manifestent dans les rues, ils voient qu'il y a des violences d'extrême droite, ils voient qu'il y a un maire qui s'est fait cramer sa maison par des gens d'extrême droite, ils voient qu'il y a des menaces de mort sur Jean-Luc Mélenchon, sur Médine, sur le CRIF, sur la LICRA, sur un certain nombre de gens qu'il y a une ambiance à caractère fasciste dans notre pays. Donc peut-être que certains vont en venir, peut-être que certains, y compris à l'intérieur de la majorité, vont commencer à dire ok, Darmanin, il va se calmer un petit peu parce que sinon, moi, je veux pas voir mon pays devenir comme ça. Et dans des moments comme ça, précisément qui sont des moments à caractère révolutionnaire, il y a des basculements idéologiques qui peuvent se faire de certaines personnes. Je doute que les députés macronistes basculeront idéologiquement, même si dans ce qu'ils nous disent, on entend déjà que la désaffection vis-à-vis du pouvoir exécutif touche y compris les rangs de la Macronie. Je ne pense pas que ce sera les députés qui diront bon, moi je rejoins la France insoumise. Mais à l'intérieur des macronistes, des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, je suis convaincu aussi qu'il y a des gens qui peuvent se dire non, là c'est trop. Là c'est trop, et moi ça sera jamais Le Pen. Moi, face à Le Pen, je préfère toujours celui qui est en face. Donc voilà, on est dans cette période-là. Je crois que notre devoir, c'est de faire en sorte d'incarner ce moment, parce qu'on l'a bien prévu, il était bien dans nos textes, il est bien dans notre programme. Donc c'est bon, on est prêts normalement, on est ceux qui sommes les plus prêts à affronter cette situation-là. Ça serait dommage que nous-mêmes, nous soyons ceux qui participent à remettre le couvercle sur la cocotte minute quand elle est prête à sauter. Donc rendez-vous dans les casserolades le Ouais, 6 juin et le 14 juillet. et le 14 juillet, si les gens ont envie de faire une petite prise de la Bastille, j'en serai. Merci beaucoup Je Antoine. t'en prie.